Correction de l'anal ASI 2013, un nouveau stockage optique, le Blu-ray. La première question porte sur le laser qui permet la lecture du CD. On vous présente deux niveaux d'énergie, on vous demande quel est le niveau le plus excité. On sait que le niveau fondamental c'est le plus bas, donc le niveau excité c'est le plus haut qui est représenté, E2 égale 7,56 électronvolts. Ensuite, on vous demande quelle est la longueur d'onde du photon qu'il faut envoyer sur cet atome pour provoquer une émission stimulée. Donc l'émission stimulée, il faut se rappeler déjà que l'atome doit être dans un niveau excité, donc on va considérer qu'il est dans le niveau E2, et on va lui envoyer un photon qui correspond exactement à l'énergie entre le niveau E1 et E2. C'est ce qui vous est précisé ici. L'émission stimulée a lieu lorsque l'atome reçoit un photon d'énergie delta E, on aurait pu noter, égale E2 moins E1. Donc il est déjà à un niveau E2 et on va lui envoyer un photon de la différence d'énergie entre E2 et E1. Cette longueur d'onde, du coup, on la détermine grâce à la relation E égale H nu égale HC sur lambda qu'il faut transformer. On obtient lambda égale HC sur E2 moins E1 qu'il faut mettre en joules en utilisant que 1 électronvolt, c'est 1,6 10-19 joules. L'application numérique, c'est donc 6,62 10-34 fois 3,00 fois 10 puissance 8 divisé par la différence en électronvolts des deux niveaux d'énergie fois 1,6 10-19 qui permet de convertir en joules. On trouve 4,04 10-7 mètres qui correspond à 404 nanomètres. Ensuite, on vous demande du coup quelle est la longueur d'onde de la radiation émise par l'atome. Donc ça, c'est les caractéristiques d'une émission stimulée. Le photon émis a exactement même énergie et même direction que le photon reçu. S'il a même énergie, d'après la relation précédente, il a donc même longueur d'onde. Propriété du laser, donc deux propriétés du laser, c'est qu'elle est du coup directive, puisqu'elle a une seule direction, tous les photons ont la même direction, et tous les photons ont la même énergie, donc aussi la même longueur d'onde, elle est aussi monochromatique. La deuxième partie porte plutôt sur la numérisation du signal. On a dans un premier temps une question sur l'information. Pourquoi peut-on dire qu'elle est stockée sous forme binaire? Il est proposé dans l'énoncé que l'information est codée avec des 0 et des 1. Ça, c'est la base du codage binaire. Question 2. On vous demande si le signal du document 2 il est numérique ou analogique. Donc, par définition, un signal qui a des valeurs continues dans le temps, comme présenté dans le document 2, est un signal analogique. Contrairement au signal qui est présenté dans le document 3, qui a été lui numérisé, on voit qu'il y a plein de paliers, donc plein de valeurs discrètes qui ont été prises au cours du temps, donc on voit bien ces paliers ici. Dans ce document 3, qui est un signal numérique, on veut savoir la fréquence d'échantillonnage. Donc la fréquence d'échantillonnage, il faut savoir donc que le convertisseur qui va convertir le signal d'analogique en numérique va déjà couper et prélever des échantillons du signal à intervalles de temps égaux, qu'on appelle période d'échantillonnage. Et donc la fréquence d'échantillonnage, c'est le nombre de prélèvements qu'on va avoir par seconde. Donc comme à chaque fois pour déterminer une fréquence, on va déjà déterminer la période d'échantillonnage. On la voit, cette période-là, c'est la durée des petits paliers. Et on va ensuite en déduire sa fréquence. Donc le plus simple, c'était de prendre entre 700 et 800, mais on aurait pu prendre encore plus de périodes, il faut toujours en tout cas ne pas prendre une seule période. Donc entre 700 et 800, on compte qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 paliers. Donc on a 5 périodes d'échantillonnage. Donc ça fait une période qui vaut 100 divisé par 5, c'est-à-dire 20 microsecondes, qu'il faut convertir en secondes dans la formule. Donc dans la formule, FE égale 1 sur TE, 1 sur 20 10 moins 6 secondes, ça fait 5 10 puissance 4 Hz, c'est-à-dire 50 kHz. Comment on pourrait encore améliorer le signal pour qu'il se rapproche encore plus du signal analogique? Eh bien, du coup, il faudrait diminuer ces paliers, donc diminuer la période d'échantillonnage, donc augmenter le nombre de prélèvements qu'on a par seconde, c'est-à-dire augmenter la fréquence d'échantillonnage. Dans la question 3, on parle plutôt de la lecture sur le disque laser. On vous présente du coup quelques schémas qui représentent comment le laser va être réfléchi sur les creux et les plats. Et on note delta L, la différence de parcours des deux parties du faisceau qui se superposent au moment de leur détection. Ils vont donc interférer, on va avoir des phénomènes d'interférence. Première question donc de cette partie 3.
quelles conditions doit vérifier delta L, donc la différence de trajet entre le rayon incident et le rayon réfléchi pour que les interférences soient destructives. Donc ça c'est le cours sur les ondes, hein. On avait dit qu'il fallait que delta L soit égal à 2K plus 1 lambda sur 2 avec K un entier. Et donc pour avoir la plus petite distance, la profondeur minimale D du creux, bah, il faut prendre un K qui vaut 0, c'est la question 2. Donc attention, du coup la delta L c'est un aller et un retour puisque le signal est réfléchi, donc ça vaut 2D. Et si K vaut 0, on trouve que du coup 2D vaut lambda sur 2, donc D vaut lambda sur 4. Donc on veut déterminer du coup la profondeur de ce creux pour le CD pour une longueur d'onde de 780 nanomètres pour un laser qui a une longueur d'onde donc dans le vide de 780 nanomètres. Attention, la surface du CD est constituée de polycarbonate. Du coup, dans ce cas, on vous précise que la longueur d'onde, elle vaut la longueur d'onde dans le vide du laser divisée par l'indice de réfraction du polycarbonate. Donc si on utilise cette formule qu'on introduit dans la formule de la question 3.2, on trouve que D égale lambda 0 sur 4N. Lambda 0, c'est 780 nanomètres. On peut laisser en nanomètres, on aura une distance D en nanomètres, divisé par 4 fois l'indice de réfraction du polycarbonate qui vaut 1,55, on trouve 126 nanomètres pour la profondeur de notre creux. Donc dans quel cas, du coup, le capteur va recevoir le plus de lumière? Bah, quand les interférences seront constructives, puisque les lumières vont s'additionner. Et donc, bah, c'est le cas de la figure 1, où le rayon va réfléchir sur un plat. Donc il n'y aura pas du coup de différence de trajet entre le rayon incident et le rayon réfléchi, donc on aura des interférences constructives. Ce sera le même cas si on réfléchit à l'intérieur d'un creux. Par contre, si on est entre un creux et un plat, là on aura une différence de marche de lambda sur 2, et donc on sera en interférence destructive. Alors, dernière partie sur la technologie Blu-ray et notamment les limitations qu'on a quand on va stocker des informations sur un disque optique. La première question portait sur l'appellation Blu-ray. Donc on voit que dans le cas du Blu-ray, la longueur d'onde du faisceau laser est de 405 nanomètres. On est donc à la limite du visible qui correspond à une longueur d'onde dans le bleu-violet, d'où l'appellation Blu-ray. Deuxième question, quel est le phénomène qui empêche d'obtenir une largeur de faisceau plus faible? Alors, on a des petites longueurs d'onde, on a des petits obstacles, et bien quand on a justement le laser qui passe par l'ouverture de ce laser, donc qui est comme un trou, le faisceau laser va être diffracté, va subir une diffraction qui va élargir le faisceau. Si justement le trou est de l'ordre de grandeur, donc à peu près la valeur ou un petit peu plus petit que la longueur d'onde du laser. Et donc le faisceau laser va être élargi et va limiter, puisqu'il faut que le faisceau laser lise bien chaque piste de mon CD. Donc justement, c'est la question 4.3. En utilisant les données du document 6, on veut savoir si le diamètre du coup de mon laser va être cohérent pour bien lire chaque piste et donc compatible avec la distance de L qui sépare 3 lignes de données sur le disque. Donc pour que ce diamètre soit compatible avec la distance entre 3 pistes, il faut effectivement que le diamètre là, de mon spot lumineux ne dépasse pas donc 2L. L c'est la distance entre 2 pistes pour qu'on lise bien une piste séparément d'une autre. Donc on va calculer le diamètre par la formule qui est donnée, 1,22 lambda 0 sur NA, où NA est l'ouverture optique, c'est une donnée de l'énoncé. Donc ça fait 405 nanomètres divisé par 0,85 fois 1,22. On trouve une valeur en nanomètres qui vaut 580 nanomètres, que je vais convertir en micromètres pour pouvoir comparer à la longueur L qui est donnée en micromètres. Ça me donne avec 3 crans 0,580 micromètres. Or 2L vaut combien? Elle vaut 0,30 micromètres, donc 2L vaut 0,60 micromètres. Donc on a bien un diamètre qui est plus petit que 2L et qui est donc compatible avec la lecture possible entre deux pistes. Donc comment, question 4.4, on pourrait améliorer la capacité du stockage du disque sans modifier la grosseur de mon CD ou de mon DVD? Il faudrait que j'ai plus de pistes. Donc du coup, il faudrait que la largeur entre deux pistes soit plus petite. Et du coup, il faudrait forcément un diamètre de faisceau lumineux plus petit. Donc on va passer ensuite à la qualité de la transmission. On vous dit que le Blu-ray peut contenir jusqu'à 46, attention, GIO de données, soit 4 heures de vidéo. Les conversions sont données, des GIO ou des G, que je vous dise pas de bêtises, des G-bio-octets.
c'est 2 puissance 30 octets. Et ça, donc c'est pendant 4 heures de vidéo et on veut déterminer le débit binaire de cette transmission. Donc il faut déjà convertir les GIO en bits et l'énoncé me demande des mi-bits. Donc c'est encore un peu différent. Un mi-bit, c'est 2 puissance 20 bits. Donc je vais déjà convertir mes 46 GIO octets en bits, puis en mi-bits. Donc 46 GIO octets, c'est 46 fois 2 puissance 30 octets. Sachant qu'un octet, c'est 8 bits. Donc il faut encore que je multiplie par 8 pour avoir des bits. Et puis il faut que je transforme ça en mi-bit. Un mi-bit, donc je vais diviser par la valeur d'un mi-bit, qui vaut 2 exposant 20. Donc ça me fait du coup cette expression-là en mi-bits. Et ça c'est pendant 4 heures, mais moi je veux des mi-bits par seconde, donc il faut que je divise par 4 fois 3600 secondes pour avoir combien ça fait de mi-bits par seconde. Donc si je fais ce calcul-là, je le trouve ici en application numérique, je trouve 26 mi-bits par seconde. Ensuite, on vous propose les caractéristiques d'une image numérique de 720 pixels en hauteur, 900 pixels en largeur. Et on vous dit que chaque pixel nécessite 24 bits de codage, en effet 8 par couleur primaire. Donc on veut déterminer la taille d'une image non compressée et on veut vérifier qu'elle fait 15 mi-bits. Donc je vais déjà le déterminer en bits, puis je vais le transformer en mi-bits. Donc la taille, c'est le nombre de pixels, ce qu'on appelle aussi la définition, fois le nombre de bits par pixel. Donc je vais prendre la largeur fois la hauteur en nombre de pixels, ça va me faire 720 fois 900, ça c'est ce qu'on appelle la définition d'une image, que je vais multiplier par le nombre de bits par image, donc 24. Et ça va me faire le nombre, la taille de l'image en bits, mais moi je le veux en mi-bits d'après l'énoncé, donc je vais diviser par la valeur d'un mi-bit, 2 exposant 20, ça me fait donc 15 mi-bits pour la taille d'une image. Donc question 4.6.2, on veut savoir combien d'images par seconde on peut obtenir sur l'écran de notre ordinateur avec le débit binaire qu'on va déterminer. Donc intuitivement, on voit bien que le nombre d'images par seconde, c'est le nombre de bits par seconde qu'on va avoir divisé par la taille d'une seule image. Donc on va prendre les deux valeurs, on va les laisser en mi-bits qu'on avait pour faire notre rapport. Donc on va trouver que le nombre d'images par seconde, c'est du coup 26 divisé par 15, ça nous fait 1,8 images par seconde. Donc le débit binaire permet d'afficher moins de 2 images par seconde. Pour pas avoir d'effet de clignotement, il faut au moins avoir 25 images par seconde. Donc on voit bien que là, notre débit binaire ne nous permet pas d'avoir assez d'images par seconde. Et donc le seul moyen avec notre débit pour voir notre vidéo correctement, c'est de réduire la taille de nos images en utilisant une compression d'image pour pouvoir augmenter le nombre d'images par seconde et en avoir 25 par seconde et éviter ce phénomène de clignotement.